7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Marion Maréchal Le Pen. Bonjour Marion Maréchal Le Pen, merci d'être avec nous dans ce studio. Le démantèlement de la jungle de Calais a donc débuté hier matin à 8h. Dans le calme, c'est le scénario que vous imaginiez ? C'est pas en tout cas, en ce qui concerne le calme, oui évidemment, mais en ce qui concerne la répartition de ces migrants partout sur le territoire, ça n'est pas le scénario souhaité en tout cas. Pour la simple et bonne raison qu'il ne réglera pas durablement la question de Calais, qui de nouveau se remplira, puisque nous n'avons pas de frontières, que par ailleurs il n'y a pas de signal du gouvernement pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Je rappelle qu'à Calais, nous sommes quand même face à une majorité de clandestins qui sont logés. Ce ne sont pas des clandestins à proprement parler, ce sont, d'après les chiffres des migrants arrivés de Calais dans les centres d'accueil, à 80% des demandeurs d'asile. Vous avez deux types. Vous avez d'ailleurs, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les demandeurs d'asile, pour une immense majorité d'entre eux, d'être rentrés illégalement sur le territoire. Vous avez deux types en effet, vous avez les clandestins à proprement parler, qui devraient être expulsés et non pas répartis sur le territoire, et vous avez des demandeurs d'asile qui, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas non plus de vrais réfugiés, puisque comme vous le savez, plus de 70% sont déboutés de cette demande d'asile à l'issue. Tant qu'on ne connaît pas la réponse à leur demande d'asile, on ne peut pas dire qu'à 70% est des déboutés pour en tout cas les migrants de Calais, qui sont des Érythréens, des Soudanais, des Irakiens, des Afghans. Merci de le préciser d'ailleurs que ce ne sont une ultra-minorité des Syriens et des Irakiens, contrairement à ce qu'on essaye de nous expliquer, puisque c'est une ultra-minorité aujourd'hui. Néanmoins, vous avez raison de le rappeler, le droit d'asile doit être réformé, puisqu'aujourd'hui c'est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Et à ce titre se pose la question de l'Union européenne, puisque le droit actuel de l'asile, qui a des critères trop larges, avec des procédures trop longues, résulte de la transposition de 3 directives européennes. Alors, si vous permettez, juste pour rester sur Calais, j'ai jamais dit qu'il fallait réformer l'asile, j'ai dit que c'était des demandeurs d'asile. C'est moi qui le dis. Voilà, c'est vous qui l'avez dit, je préfère ça. Alors, combien de migrants de Calais vont arriver dans votre département ? Je vous pose la question parce que vous avez manifesté dimanche, justement, dans le Vaucluse, contre l'arrivée de ces migrants. Combien y en a-t-il qui viennent de Calais ? Alors, j'ai 60 migrants qui arrivent à Grandbois. Et j'en ai 10 autres qui sont transférés. Alors, si vous me permettez, c'est 30. Vous avez multiplié par 2. J'ai eu hier le maire de Grandbois qui annonce 30 moi, si je vous donne les chiffres du préfet, dans son centre. Ce sont les mêmes. Ils changent peut-être régulièrement. C'est 30 mineurs, j'ai vérifié auprès du ministère. Moi, j'ai les chiffres du préfet. Peut-être que ça a changé entre-temps. Les chiffres du préfet, il y a encore 3 jours, c'était 60. Pardonnez-moi. Et en l'occurrence, pareil, vous avez des informations que je n'ai pas, puisque jusqu'ici, j'ai pas réussi à avoir l'information. Donc, j'en suis ravie. L'autre centre qu'on a, en plus des 2 CADA qui existent à Avignon et à Cavaillon, c'est au Pontet. Ils sont transférés de Bonpas au Pontet. On en récupère 10 pour la simple et bonne raison que les 50 autres sont partis. Ils ont disparu dans la nature. Alors, ce qui est bien la démonstration, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Vous avez des chiffres qui ne sont pas officiels, peut-être que vous pouvez nous dire d'où les tenez, parce qu'effectivement, il y a 10, on ne va pas y passer tout l'interview parce qu'on a beaucoup de questions, mais il y a 10 migrants qui ont quitté Domba, effectivement, et 10 qui sont arrivés au Pontet. Non, mais écoutez, moi j'ai les chiffres d'évaporation. J'ai les chiffres qui ont enfin été transmis à la mairie du Pontet, qui avait d'ailleurs initialement appris cela par la presse et qui, in fine, a réussi enfin à avoir les informations. Donc vous dites quelques dizaines dans le département. On peut faire une guerre des chiffres, le problème elle-même. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on va se concentrer sur Calais, mais que Calais est une infime partie du problème migratoire, qu'aujourd'hui en France, vous avez de toute façon, et c'est les chiffres de Manuel Valls, entre 350 000 et 500 000 clandestins sur le territoire, que par ailleurs, en parallèle de l'immigration évidemment légale qui continue d'arriver. Et le sujet que nous avons posé aujourd'hui dans le Vaucluse, dans cette manifestation, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce département, comme bien d'autres, est déjà confronté à des problèmes en lien avec l'immigration, le chômage, le communautarisme, le développement de l'islam radical, une précarité grandissante. C'est le 6e département le plus pauvre de France. Vous ne souhaitez pas leur réserver la solidarité à ces quelques dizaines, alors officiellement c'est 40, alors qu'ils fuient la guerre. Alors déjà, madame, c'est toujours pareil, ça reste à prouver. Je vous tiens à rappeler, une immense majorité n'obtiendront pas ce droit d'asile. Une immense majorité ne sont pas de vrais réfugiés. Donc faut arrêter de dire ça. Une majorité sont une immigration économique. Je vais vous dire, c'est même Bernard Cazeneuve qui, lorsqu'il est venu à Calais, avait rappelé que 60% étaient des immigrés économiques. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux Français. Moi, je veux bien qu'on cherche à faire culpabiliser les Français en leur disant oui, vous êtes totalement immoraux, vous ne voulez pas aider des réfugiés de guerre, mais c'est un mensonge. Et moi, je vois de la misère tous les jours dans ce département. Quand je vois la volonté et l'énergie qui est mise au service de ces migrants par le gouvernement, j'aimerais en voir autant, oui, pour d'autres types de misère française. Vous soutenez le projet de référendum de Robert Ménard à Béziers sur ces migrants ?
Je le soutiens pour la simple et bonne raison que j'aimerais qu'on puisse entendre la voix populaire. Parce que toute cette politique des quotas européens, de répartition des migrants de Calais, la question de Schengen, la question du nombre d'entrées légales, toute la politique migratoire de manière générale, le peuple français n'est jamais saisi sur ces questions. Ou l'augmentation, par exemple, l'élargissement des critères de naturalisation décidés de façon totalement discrète par le gouvernement. Jamais le peuple n'est amené à se prononcer. Donc quand il peut le faire, je trouve que ça peut avoir du sens. Est-ce que sa campagne d'affichage qui accompagnait le référendum est appropriée? Il y a eu des posters avec des hommes barbus, noirs ou mat de peau avec ces phrases « ça y est, ils arrivent ». Est-ce que ça rappelle pas quand même les heures sombres de notre histoire? Vous qui parlez peuple, qui parlez République, oui, est-ce que c'est à la hauteur de la République? La réduction ad litterum permanente sur tous les sujets. Je veux dire, objectivement, est-ce qu'on en est encore à faire des parallèles avec la période nazie parce qu'on demande à ce que le droit français soit appliqué, est-ce qu'il n'y ait pas d'abus? Bon, je trouve ça un peu exagéré. En tout cas, ça ne vous choque pas, ce type de campagne d'affichage? Je l'ai pas fait, je l'aurais pas fait comme ça. Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment le sujet central du débat? J'en suis pas convaincue. Les manifestations de policiers sont un peu moins nombreuses, mais continuent quand même dans les rues. Le président reçoit le représentant demain à l'Élysée. Est-ce qu'il a pris, le gouvernement, la mesure du malaise? On verra en fonction des décisions qu'il prend, parce que recevoir les syndicats après 2 semaines de grève, c'est déjà un petit peu tardif. Maintenant, est-ce qu'il va apporter une réponse? Une réponse à la question des effectifs, une réponse à la question du budget, une réponse à la question de la légitime défense que les policiers souhaitent voir alignée sur le statut des gendarmes. Systématique, dès qu'un policier est en situation de tirer, soyons je vais dire concret, précis, voilà, vous estimez qu'il doit y avoir effectivement une présomption d'innocence acquise. Moi, je souhaite qu'il y ait une présomption de légitime défense à l'égard des policiers et qu'ils puissent en effet utiliser leurs armes après 2 sommations sur le modèle des gendarmes et qu'ils puissent en effet se défendre avec leurs armes si par exemple ils se font attaquer au cocktail Molotov, ce qui aujourd'hui n'est pas possible, ce qui éviterait un certain nombre de drames humains et peut-être même des morts au sein de cette police. Vous êtes allé les soutenir, place de la République, la semaine dernière, les policiers. Faut-il y voir la patte du FN derrière ces manifestations, comme l'a dit Jean-Christophe Cambadélis? Oui, je vois que le complotisme est le dernier argument de la gauche pour ne pas voir sa part de responsabilité. Non, je veux dire, la détresse aujourd'hui des policiers, elle est spontanée, en tout cas la volonté de la faire savoir, et elle est légitime, parce qu'il faut quand même imaginer aujourd'hui le quotidien d'un policier. Il a le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère, qu'il n'y a pas une réponse pénale adaptée, que les délinquants qu'il arrête sont dehors au bout de 3 heures, que tous les outrages qu'il peut subir ne sont pas poursuivis, voire jamais sanctionnés. Il n'y a pas d'instrumentalisation ni de manipulation du FN derrière les policiers en colère dans la rue. C'était des manifestations spontanées. En revanche, que nous les ayons soutenues, ça c'est une réalité. Vous connaissez Rodolphe Schwartz? Moi, je le connais pas personnellement. J'en ai entendu parler. Voilà, c'est un homme qu'on a beaucoup vu dans les manifestations. Il a même été présenté à un moment comme un porte-parole. Et puis, on a découvert que finalement, qu'il n'était pas policier, mais proche du FN. Et il a émargé sur les listes électorales du Front National. J'ai vérifié ça, en effet, auprès quand j'ai découvert dans la presse auprès de M. Philippe Martinel, qui était tête de liste, qui m'a indiqué qu'en effet, il était sur la liste et qu'il s'était présenté comme ancien policier. Voilà, donc je découvre comme donc, vous. Il a été intégré sur une liste du Front National, comme ça arrive parfois. Finalement, que c'était une imposture. Il n'était pas policier. Et vous l'avez intégré comme oui, un d'accord, excusez-moi, mais on fait pas une enquête de mœurs sur l'intégralité des personnes que nous avons sur nos listes, quand même. C'est embarrassant ou pas, cette accointance entre cet activiste mais ça n'enlève rien. Non, mais que cet homme-là soit un mythomane, c'est son problème, mais ça n'enlève strictement rien à la réalité de la souffrance des policiers et à la réponse qu'on doit leur apporter. Donc je vois pas en quoi ça devrait nous enlever la légitimité de les soutenir. Non, je le connais pas. Jean-Frédéric Poisson, vous le connaissez? Oui. Il a parlé des lobitionnistes auxquels serait soumis Hillary Clinton aux États-Unis. Ça a provoqué un tollé. Est-ce que pour vous, c'est un dérapage? Alors, moi, je vais vous répondre. Je connais bien Jean-Frédéric Poisson. Il est assis à côté de moi à l'Assemblée. Je me suis jamais caché d'avoir de la sympathie humaine et même politique à certains égards pour lui. Si votre question c'est de savoir si je pense que Jean-Frédéric Poisson est antisémite, je vous dis non. Je ne crois pas une demi-seconde qu'il soit antisémite. Est-ce qu'il a eu raison d'utiliser cette expression? Est-ce que vous-même, vous pourriez l'employer en parlant de lobbyonniste? En revanche, moi je ne suis pas de sa famille politique, si vous voulez, donc je ne me sens pas tenue de répondre et de se justifier. Il en a répondu. Moi, je n'aurais pas utilisé cette expression. Je ne connais pas la teneur des groupes de pression aux États-Unis et qui finance qui. En revanche, je vous constate qu'il y en a en France, notamment venant du Qatar, des groupes de pression qataris qui manifestement bénéficient de
la corruption de certains élus et qui ont été révélés dans la presse, comme par exemple Monsieur Le Guen, qui propose d'éviter les questions gênantes à l'égard du Qatar de la part de son groupe en échange de l'argent. Et ça ne suscite pas plus d'indignation que ça. Bon, c'est drôle. Vous dites que quand lui il parle de lobby juif qui exerce une pression sioniste, qui exerce une pression sur Hillary Clinton, vous renvoyez au lobby qatari qui exercerait une pression. Non, je dis juste que je trouve ça étonnant, si vous voulez. Oui, c'est pareil, c'est la même expression qu'elle se valent. Non, finalement. mais le preuve en est, c'est que je vous dis que j'aurais pas utilisé cette expression-là. Donc précisément parce que elle suscite une inquiétude et qu'on a le sentiment immédiatement qu'elle peut renvoyer à quelque chose d'antisémite. Ce que je vous dis, je vous ai répondu clairement. Je vous dis, moi, je connais pas la teneur des groupes de pression aux États-Unis qui financent qui, donc j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je trouve ça étonnant qu'il y ait une telle indignation autour de cela, sans qu'en parallèle il y ait plus d'indignation que ça suite aux révélations. Mais excusez-moi, mais dramatique sur le plan démocratique. Dramatique. S'il était exclu, vous lui tendriez la main s'il était exclu de la primaire, puisque tout à l'heure il va devoir s'expliquer devant les candidats et la commission d'organisation des primaires de la droite et du centre. Ils en feront un martyr dans ce cas-là, donc je pense qu'ils ne le feront pas. Comme je vous disais, moi j'ai beaucoup d'acquaintances politiques avec Monsieur Jean-Frédéric Poisson. C'est loin d'être la caricature qu'on essaye de faire de lui. Donc en tout cas, discuter, oui, bien sûr, pourquoi pas. Que pensez-vous de la une du Monde hier? Marine Le Pen reste profondément d'extrême droite. Je ne sais pas d'où ils sortent cette appellation, parce que vous savez que l'extrême droite, ça répond à des critères politiques précis, l'antiparlementarisme, l'autoritarisme, la doctrine basée sur la race. En l'occurrence, je ne vois pas en quoi le Front National répond à ces critères. Merci beaucoup, Marion Maréchal Le Pen, d'avoir été avec nous dans ce studio ce matin. Le droit d'asile doit être réformé, affirme Marion Maréchal Le Pen. Et sur le mouvement des policiers, il est nécessaire d'instaurer une présomption d'innocence dans la légitime défense de nos policiers. L'entretien est à retrouver. Excellente journée. RTL Matin, 7h56.